Je dois dire que c'est quelque chose qui a changé complètement ma pratique, hein, cette action du rétablissement. Et ce que disait M. Paul à l'instant, c'est tout à fait vrai. C'est ma pratique de recherche, finalement, qui m'a amené vers le rétablissement. C'est finalement des recherches en sciences cognitives à la fin des années 90, il y a une vingtaine d'années, et puis au début des années 2000, qui m'ont fait prendre conscience que chez les personnes avec des pathologies sévères comme la schizophrénie, il y avait des choses qui fonctionnaient bien, des processus préservés. Et ça m'a amené finalement à m'intéresser à comment améliorer ces processus encore pour redonner plus de possibilités aux personnes, et puis finalement à m'intéresser au rétablissement, et puis à m'impliquer dans la création de structures avec le soutien de l'Agence régionale de santé, et puis de collègues impliqués depuis longtemps également, dont Julien Dubroc qui est ici, et puis d'autres dans la salle comme Céline Roussel. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fait une rupture, parce qu'en psychiatrie, traditionnellement, nous sommes formés à gérer des crises. Nous sommes formés à hospitaliser quand il le faut pour protéger les personnes, à mettre des traitements qui diminuent des symptômes, et nous sommes formés sur l'idée que ces pathologies sévères ont un pronostic qui est plutôt défavorable. Donc ça ne peut pas être sur ces acquis de base, hein, de formation initiale ou même de début de formation continue, qu'on peut s'appuyer pour aller vers le rétablissement, vers la conception du rétablissement. Ça va forcément passer par des découvertes, le côté scientifique dont parlait M. Paul, que je vous citais à l'instant, et puis des rencontres avec des personnes. Ce sont les personnes qui ont acquis une vie satisfaisante par rapport à la maladie, ce qu'elles ont vécu, la souffrance qu'elles ont endurée. C'est la rencontre avec ces personnes et la compréhension qu'elles ont pu retrouver une existence globalement satisfaisante qui m'a fait passer, moi en tant que psychiatre, à cette notion de rétablissement. Et Alette Henry l'a dit, c'est non seulement bon pour les personnes elles-mêmes, parce que le rétablissement, c'est avant tout quand même quelque chose qui concerne les personnes impliquées, mais c'est aussi bon pour les familles et c'est aussi bon pour les professionnels. Je crois que c'est un facteur d'espoir pour tout le monde, et ce que vous avez dit, c'était vraiment très bien. Donc le rétablissement, on peut le définir de plein de manières, hein. Vous en avez une de définition dans vos pochettes. En voici une autre, hein, c'est celle de Patricia Digan, hein, qui dit bien que le rétablissement, c'est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d'affronter les défis qui se présentent à elle, et que savoir ce qu'elle ne peut pas faire lui permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s'offrent encore à elle. Et pourquoi je prends cette citation? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment sur ça qu'on s'appuie pour développer la réhabilitation psychosociale. Parce que le fait de découvrir que les personnes peuvent se rétablir, c'est très bien, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Ça nous questionne en tant que professionnels, et en particulier, ça nous fait nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse aboutir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour infléchir les trajectoires de vie selon les courbes que vous avez montrées tout à l'heure, pour qu'on passe de la courbe du bas à la courbe du haut, et puis même une courbe encore un petit peu plus haut, ce serait mieux. Donc en tant que professionnel, eh bien, je crois qu'on peut faire ce qui est écrit là, c'est-à-dire, avec les moyens actuels de la science, on peut permettre aux personnes qui ont des troubles psychiques de mieux comprendre où elles en sont, de mieux comprendre leurs limitations, de mieux comprendre leurs possibilités, et puis de renforcer ces possibilités. Ça, c'est très concret. Alors avant tout, on peut se poser la question de qui est concerné par le rétablissement. Ça, ce sont les chiffres qui concernent la schizophrénie. Et vous voyez qu'on sait depuis longtemps, si on regarde bien les études, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même quelques-unes, et même des méta-analyses, on sait que des personnes peuvent se rétablir de la schizophrénie. C'est montré par des études scientifiques. Donc, on croise ces personnes, on les rencontre, ça ce sont des rencontres personnelles, on lit la littérature scientifique et on sait que le rétablissement est possible. Mais on voit aussi que ça ne concerne pas toutes les personnes. Donc on voit qu'on a une marge d'amélioration pour augmenter ces taux de rétablissement. C'est un peu l'objectif qu'on peut se fixer. Alors quels sont les facteurs qui entravent le rétablissement? Là, je me place en tant que professionnel de santé, on doit s'intéresser à ce qui bloque le rétablissement pour agir dessus. Mais quand on regarde ce qui entrave le rétablissement, au-delà des symptômes, au-delà des pathologies somatiques associées, qui sont très importantes, et des addictions, il y a toute la question des troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs, on peut les évaluer, on peut mettre en évidence leur retentissement, et on peut diminuer leur impact avec des méthodes de remédiation cognitive qui sont largement citées depuis le début de la matinée. Alors attention, ce ne sont pas des méthodes miraculeuses, on ne va pas enlever toutes les difficultés, mais si on peut infléchir un petit peu les trajectoires, je crois déjà qu'on aura fait œuvre utile. Alors vous voyez, ces troubles cognitifs, je vais insister un petit peu dessus, mais en même temps, ce n'est pas tout. Il y a d'autres difficultés qu'il faut prendre en compte, et puis il faut surtout prendre en compte finalement ce qui fonctionne bien, la partie saine. J'insisterai plus dessus après. Mais ces difficultés cognitives, elles sont présentes chez la plupart des personnes qui ont une schizophrénie et une bonne partie des personnes qui ont des troubles bipolaires, pour ne citer que ces deux pathologies. Et surtout, ces troubles cognitifs ont un fort retentissement. Et la nouveauté depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir montré qu'on pouvait non seulement bilanter
ces troubles cognitifs, mettre en évidence ce qui allait et ce qui n'allait pas, mais surtout qu'on pouvait agir dessus pour améliorer le fonctionnement. Je me souviens que quand j'étais interne, il y a un peu plus de 20 ans, on disait, voilà, la personne, là, elle ne se concentre pas, elle ne peut même pas accommoder parce qu'elle a des antipsychotiques, et puis elle a sa maladie, et ben, on ne peut rien faire, on va attendre que ça passe, éventuellement, au mieux, ça passera. Donc ça, c'était un petit peu révoltant, c'était exactement en 1993, je m'en souviens. Et puis j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus en 1996, et puis à découvrir que finalement les choses n'étaient pas aussi simples, et qu'on pouvait avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus positive de ce champ cognitif. Après, on peut s'intéresser, et c'est très important, aux facteurs subjectifs du rétablissement. Ce que disent les personnes, mais d'autres en parleront mieux que moi tout à l'heure, qui se sont rétablies, c'est qu'elles l'ont fait quand elles ont retrouvé de l'espoir. Donc nous, notre travail de professionnels de santé, c'est quand même de pouvoir permettre à ces personnes d'avoir de l'espoir. Et pour leur permettre d'avoir de l'espoir, eh bien, quoi de mieux que de montrer ce qui fonctionne encore et sur quoi elles peuvent s'appuyer. Donc moi, je crois beaucoup à cette notion d'espoir. Et tout le dispositif de réhabilitation psychosociale, y compris la trame du premier entretien médical, est construit autour de ça. C'est-à-dire comment on peut pointer tout de suite, dès la première minute, les capacités des personnes en repartant de sa trajectoire de vie, plutôt qu'en se centrant sur l'analyse de sa maladie, ce qui a déjà été largement fait par ailleurs. Alors ça, on peut le faire parce que ce sont des structures complémentaires. Et je crois aussi à cette organisation des soins, où il y a des structures qui gèrent la crise et qui traitent la partie malade, et puis des structures qui, très rapidement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans la courbe, il faut le faire très vite, dès le premier épisode psychotique, et donc des structures qui sont plus axées sur la partie saine. Je crois vraiment à cette organisation en plusieurs strates. Après, comment le rétablissement peut se faire ? Eh bien, à travers la restauration d'une identité propre et souvent à travers la prise de responsabilité. Beaucoup d'usagers le disent aussi. C'est quand j'ai vu mon avenir et c'est quand j'ai pu construire quelque chose, peut-être monter une association. Ça, c'était une usagère de Toulouse qui le racontait, qui était hospitalisée très très souvent, 2 fois par an, et puis qui a rencontré quelqu'un qui lui a permis de voir son avenir. C'était un psychiatre, là, ça s'est trouvé comme ça. Et puis qui a fondé avec lui une association pour aider d'autres personnes qui avaient, comme elle, des troubles bipolaires. Et depuis, plus d'hospitalisation et puis un investissement donc, très positif dans la société. Donc ça, c'est des choses qui sont très marquantes. Elle a fait une conférence de réhabilitation au Centre Ressources, donc je peux la citer largement. Et vous pouvez la rencontrer. Hop. Alors maintenant, les déterminants objectifs du rétablissement, eh bien, c'est sur ça qu'on va travailler dans les structures de réhabilitation. On va travailler sur les troubles cognitifs et les ressources cognitives préservées. Donc du côté neurocognitif, ça veut dire la capacité ou les difficultés pour se concentrer, les problèmes ou les ressources dans le domaine de la mémoire. Les fonctions exécutives, c'est la capacité à s'organiser en direction d'un but, en tenant compte du contexte, à bien planifier, à bien être flexible. La métacognition, la capacité à prendre de la distance par rapport à son propre fonctionnement. Et la cognition sociale, la capacité à bien comprendre ce que veut et ce que ressent autrui. Tout ça, c'est très important de donner le maximum de chances que ça fonctionne bien aux personnes qui ont des troubles schizophréniques ou des troubles bipolaires ou encore d'autres pathologies. Et puis on va travailler aussi sur la qualité de l'expérience de soi, la capacité de narration, beaucoup sur l'insight, et puis simplement de manière plus large, évidemment, sur la connaissance de ses propres symptômes, de sa propre maladie éventuellement, en sachant toutes les limites à la nosographie actuelle, qui n'a pas beaucoup de critères de validité. On est plus intéressé à se centrer sur le fonctionnel que sur le diagnostic DSM-5 ou CM10, qui a ses limites. Par contre, montrer ce qui fonctionne, montrer ce qui était objectivé par le bilan du point de vue cognitif, ça c'est plus important avec le retentissement, parce que c'est ça qui a un rapport avec la vie des personnes. Et puis bien entendu, donc, informer les personnes, parce que c'est le moindre des respects, donc, non seulement sur leur maladie, mais sur leur traitement. Les effets positifs, les effets indésirables, ce sont les personnes concernées qui prennent ce traitement, et pour pouvoir le prendre, il faut qu'elles comprennent à quoi ça sert. Et il faut qu'elles puissent être associées à la décision de prescription. Sinon, on sait que la prise des médicaments ne sera pas bonne, qu'on sera sur un malentendu et que ça partira dans une mauvaise direction. Et puis travailler aussi sur une limitation de la stigmatisation. Ça, c'est extrêmement important. La stigmatisation, elle concerne tout le monde. Les personnes elles-mêmes avec l'autostigmatisation. Julien Dubroc peut-être en parlera plus que moi après. Elle concerne les professionnels de santé. Elle peut concerner aussi les familles avec des a priori qu'on peut tous avoir. Donc travailler sur le rétablissement, c'est aussi changer l'image de la maladie pour en avoir une vision plus positive et comprendre mieux de quoi il s'agit. Et puis travailler sur la motivation avec toute la question des symptômes négatifs de la schizophrénie, par exemple, qui sont très difficiles à combattre. Mais il y a des techniques pour redonner plus d'ardeur et permettre aux personnes de mieux s'investir de nouveau dans leur propre vie et de la reprendre en main. Donc en pratique, ce qui contribue au rétablissement, ce sont des soins qui découlent des besoins et des demandes de la personne elle-même,
avec une reprise en main, un empowerment, une reprise en main de leur trajectoire. Donc ça, c'est redonner de la maîtrise dès que possible. Ça ne veut pas dire faire courir des risques. Il y a des moments où on doit protéger les personnes, mais dès qu'on le peut, dès qu'il y a un petit bout de maîtrise qu'on peut redonner, on doit le faire en tant que professionnel de santé. Et c'est ça, une bonne partie de l'attitude centrée rétablissement. C'est permettre à la personne de reprendre la maîtrise de sa trajectoire dans ce qui est raisonnable pour qu'elle puisse effectivement aller mieux, aller plus loin. C'est favoriser quand on le peut l'insertion professionnelle. Tout le monde ne pourra pas travailler, mais plus de personnes avec schizophrénie, par exemple, peuvent travailler que le taux actuel d'emploi. C'est prévenir les rechutes et les récidives, améliorer la qualité de vie, et puis surtout agir très tôt, prévenir le handicap, ne pas attendre que les personnes se soient aggravées, mais agir vraiment dès le début de la maladie. Et ça, vous l'avez montré, vous l'avez dit tout à l'heure avec votre courbe. Donc pour ça, je crois que le mieux, c'est un bilan le plus tôt possible, centré sur les capacités préservées de la personne, et puis ensuite des soins séquentiels avec des objectifs concrets dans la vie de la personne. Donc tous les outils dont je parle, éducation thérapeutique, entraînement des compétences sociales, remédiation cognitive, etc., c'est pour que les personnes réussissent quelque chose de bien précis. Donc c'est forcément d'abord la construction d'un plan de soins individualisé, d'un plan d'accompagnement avec des objectifs dans la vie professionnelle, sociaux, etc. Et puis bien entendu, pour que tout ça puisse se faire, il faut soutenir les personnes qui entourent ces personnes souffrantes et donc les familles. Donc l'aide aux aidants, c'est tout à fait central, à la fois pour les familles elles-mêmes et puis à la fois pour la personne malade. Donc en pratique, comment faire ? Prévenir la chronicité, ça veut dire évaluer, stimuler, valoriser le potentiel de chacun. Toujours la question des projets concrets. En psychiatrie, on a peut-être été trop souvent dans des élaborations théoriques. Or là, c'est la vie des gens qui est concernée. Donc il faut être tout à fait concret. Il faut que l'accès aux soins soit simple. Donc dans les structures de réhabilitation, c'est un numéro de téléphone par structure et pas de blocage à l'entrée, pas de dossier à remplir, pas d'année d'attente. On a rendez-vous avec un médecin et puis le médecin va voir s'il peut éventuellement apporter quelque chose par un bilan ou des soins ensuite. Et c'est pour ça qu'on a créé tout un dispositif régional qui permet d'absorber la demande, qui est évidemment très importante, parce que j'ai déjà entendu dans de nombreuses conférences organisées par l'UNAFAM, j'ai entendu des usagers, je l'entends des collègues. Donc il faut qu'on puisse recevoir le maximum de personnes dans un délai raisonnable. Et bien pour ça, il y a 3 centres référents, mais aussi 7 centres dits de niveau 1, 7 centres de réhabilitation, un centre ressources qui coordonne l'ensemble. Et puis ce qu'on espère au mieux, c'est transmettre une partie de ce qu'on fait à toutes les structures de secteur de psychiatrie, et éventuellement aux psychiatres libéraux. Parce que si on travaille tous ensemble dans cette direction-là, on va réussir à faire beaucoup mieux. Mais vous voyez qu'un des objectifs du centre ressources, dont je vais parler après, c'est de transmettre une culture différente du soin. Par rapport à ce que je disais au début, tout ça, ce n'est pas encore diffusé à tous les psychiatres. On a entendu des réactions dans la salle tout à l'heure, mais il faudrait que ça le soit dans quelques années. Alors l'ARS fixe un objectif à 10 ans, peut-être nous, on devrait se fixer aussi un objectif à 10 ans, qu'on ait formé une majorité des secteurs. Pour ça, on aura besoin de beaucoup de personnes pour s'impliquer dans les formations, on aura besoin de communiquer énormément. On commence à proposer des formations, et M. de la Caussade le disait tout à l'heure, ça a de plus en plus de succès, c'est vrai, mais on est loin de toucher tous les acteurs du sanitaire et du médico-social, et pour que ça fonctionne, il faut toucher les deux ensemble. Je pense qu'il faut faire passer le même message, et quand on touche le sanitaire, il faut les paramédicaux et les médecins, parce que souvent, on nous sollicite, on va former que les infirmiers, le médecin n'est pas là, l'impact sera un petit peu plus limité. On va former le médico-social, mais les partenaires qui voient les patients ou qui devraient les leur envoyer ne veulent pas travailler avec eux, leur disent ça nous appartient, vous ne connaissez pas. Et donc ça ne fonctionne pas non plus. À mon avis, il faut former les 3 ensemble, les médecins, les paramédicaux et le médico-social. Mais pour l'organiser, comme c'est par filière en France, on a un petit peu de travail de communication et d'incitation forte auprès des différentes structures. Et donc pour que ça fonctionne, il faut des soins individualisés de durée limitée. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui est occupationnel, c'est vraiment pour un objectif concret. Et puis parfois on peut faire quelque chose, on le dit, parfois on ne peut pas répondre parce que notre structure n'est pas la plus adaptée, mais on oriente ailleurs, on le dit aussi. Et je crois qu'il faut être honnête, on fait le maximum, mais on ne peut pas tout faire, bien sûr. On a tous nos limites. Donc la première chose qu'on va faire, c'est permettre à la personne de mieux connaître ses possibilités et ses limites. Ça, c'est le bilan, avec une restitution qui sera claire et explicite, adaptée à la personne. Donc on travaille dessus, c'est pas facile, parce que nous, on a un savoir théorique, avec un métalangage un petit peu complexe, qui est le langage médical. Donc on doit le traduire en langage courant. Le langage médical n'apporte pas plus que d'employer des mots courants, mais il faut que la personne comprenne de quoi il s'agit. Le bilan, il est pour elle. Donc on doit le lui remettre oralement et sur papier. Et puis c'est ensuite renforcer les compétences préservées avec toutes les techniques que je vais citer juste après, tout en permettant une reprise de la maîtrise et en favorisant l'autodétermination. J'insiste pas plus pour l'instant.
Une pratique centrée rétablissement, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Et ça, je crois que c'est très concret. On peut le transmettre à tous les professionnels de santé mentale. C'est des questions qu'on peut se poser une fois qu'on a vu une personne souffrant de troubles psychiques. Ça, c'est un travail canadien. Vous trouverez sur Internet. La référence est en bas. Vous la voyez sur les écrans latéraux, au minimum. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a écouté activement la personne? Est-ce qu'on a montré qu'on croyait dans ses forces, qu'on s'est appuyé sur ses objectifs à elle, qu'on a donné des exemples qui donnaient l'espoir, qu'on l'a sorti de son rôle de malade, qu'on a recensé toutes les ressources autres qu'en santé mentale, qu'on a renforcé les stratégies d'adaptation existantes, c'est-à-dire ce qu'elle a trouvé pour gérer au mieux ses symptômes ou ses difficultés, qu'on a favorisé plutôt les interventions thérapeutiques choisies par elle. Ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on peut penser que ça ne va pas aboutir, mais dans la mesure du possible, il faut être honnête, on peut dire qu'on n'y croit pas, mais on devrait être attentif et la laisser quand même déterminer une partie des choses, avoir une attitude respectueuse et travailler d'égal à égal, et puis surtout, garder l'espoir malgré le risque de rechute, de récidive. On sait très bien que la maladie psychique, c'est long, qu'il y a des difficultés. Bien, malgré ça, à un moment donné, il peut y avoir un déclic et la trajectoire peut changer. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu tant d'épisodes que c'est perdu pour toujours. Donc on ne peut pas faire de pronostics sombres, on ne doit pas faire de pronostics sombres. Il faut rester ouvert vers la possibilité que quelque chose aille mieux à un moment donné. Ça, c'est un travail sur nous-mêmes avant tout. Donc mettre en évidence les compétences préservées, c'est la construction du bilan de réhabilitation qui le permet. Donc on doit le construire pour ça. Et puis on le fait en plusieurs étapes. Une étape très cognitive, montrer les ressources cognitives, les limitations cognitives, et puis une étape sur la vie quotidienne, et puis la mise en lien des deux. C'est très facile, c'est quelques séances. Enfin, ça paraît facile comme ça, mais c'est à la fois technique, à la fois simple. Et puis c'est ensuite en tirer quelque chose qui va servir évidemment à la personne. Et puis donc ensuite, eh bien, grâce à ce bilan, on pourra mettre en évidence des besoins, et puis permettre à la personne de s'engager dans des soins comme la remédiation cognitive ou des accompagnements qui vont renforcer les ressources préservées. Alors les outils sanitaires de la réhabilitation, c'est ça. Donc vous les avez à droite et vous pouvez les mettre en perspective des difficultés de la personne, en sachant que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que nécessairement on devra employer les moyens qui sont à droite. Il faut que ce soit un besoin réel pour la personne. Il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit atteignable de manière réaliste. Il faut que ça corresponde à quelque chose qui est faisable en quelque sorte. Donc vous voyez, il peut très bien y avoir des troubles cognitifs sans que l'on fasse de remédiation cognitive, simplement parce que la personne a compensé. Ou alors, on ne fera pas de remédiation cognitive parce que ce sont plutôt les difficultés de compréhension de la maladie qui sont au premier plan. Et il vaudrait mieux proposer tout de suite l'éducation thérapeutique qui, de toute façon, doit être proposée à tout le monde. Mais c'est loin d'être fait pour l'instant. Si on parle de psychoéducation, je pense que ça touche peut-être 10 à 15% des personnes. Or, ça devrait être 100%. Ça, c'est notre première priorité. Alors, certains secteurs s'en emparent. Vous avez cité tout à l'heure, mais il faudrait que tous les secteurs s'en emparent. Ou sinon, pour l'instant, que toutes les personnes puissent y accéder dans nos structures de réhabilitation. Nous avons beaucoup de groupes différents et ça permet de répondre quand même largement à la demande. Et puis vous voyez comment j'ai mentionné les différents éléments qui permettent d'aider les personnes. Et puis évidemment, en rouge, parce que c'est très important, en bas, le soutien des familles avec différents groupes qui ont été cités par M. de la Caussade, dont Profamille avec, et puis encore d'autres. Alors les objectifs et les principes, c'est ensuite toujours des évaluations, et des soins et des accompagnements sur mesure pour prévenir les rechutes et les récidives et pour prévenir le handicap. Donc ça, encore une fois, j'insiste, il faut agir tôt. Parce que si on laisse les personnes comme ça rechuter, les parents ne sont pas reçus à l'hôpital, la personne ne prend pas son traitement, elle revient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, elle perd l'espoir, elle s'auto-stigmatise. Et puis là, pour remonter la pente, ce sera beaucoup plus long. Donc tout de suite, il faut donner une vision de ce qu'elle est capable de faire. Alors, on va lui proposer, on va forcer personne à avoir un bilan de réhabilitation, mais au moins avoir cette possibilité d'y accéder, je crois que c'est le minimum qu'on peut offrir à la population. Et donc tout ça, évidemment, ça contribuera à aller vers des soins par étapes quand c'est nécessaire et des prises en charge avec des objectifs personnalisés. Alors ça se fait, évidemment, ça a été rappelé aussi, lorsque la personne est stabilisée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus de symptômes. On peut prendre en réhabilitation des personnes qui ont un haut niveau de symptômes, mais il ne faut pas que ce soit au moment de la crise. Il faut que ce soit après la crise, quand on a le meilleur niveau de stabilité, que le traitement a été optimisé, c'est monothérapie, dose minimale efficace, etc., etc. Ça, les psychiatres connaissent. Et bien entendu, ce n'est pas parce qu'on a comme priorité d'intervenir précocement pour éviter que de nouvelles personnes se chronicisent qu'il faut laisser les personnes qui sont depuis longtemps dans la maladie dans le désarroi. Donc on a aussi des programmes qui permettent de répondre à leurs besoins. Et vous voyez, la variété des programmes, par exemple de remédiation cognitive, pour ne citer que ça, permet de couvrir la variété des besoins et des demandes des personnes. Donc,
Nous avons, par exemple, sur le centre lyonnais, et puis je pense qu'à Grenoble, c'est à peu près pareil, 10 programmes de remédiation cognitive centrés sur la neurocognition, centrés sur la cognition sociale. Et avec tout ça, on peut faire du sur-mesure. Et vous voyez bien qu'on ne pourrait pas répartir tous ces programmes très spécialisés sur l'ensemble des secteurs, parce que ça ne concernerait pas cette personne soignée chaque année. Donc à la fois, il faut transmettre la culture du rétablissement, la culture de l'évaluation, l'éducation thérapeutique, psychoéducation sur tous les secteurs, petit à petit, mais il faudra garder des structures spécialisées pour les choses plus techniques, et puis aussi pour continuer à former les nouvelles personnes au fur et à mesure. C'est comme ça que je vois un petit peu l'évolution. Après, on refera le point dans 10 ans, puisque là, on a un plan à 10 ans. Donc la remédiation cognitive, je vais vous l'illustrer très simplement. Ce sont des techniques souvent un petit peu ludiques qui se font en individuel, en groupe, avec des supports variés qui peuvent être autour de jeux vidéo, qui peuvent être autour de supports papier-crayon, qui peuvent être autour de groupes de parole, etc., pour renforcer les capacités cognitives de telle façon que les bénéfices se transmettent dans la vie quotidienne. C'est toujours dans la tête des soignants qui pratiquent la remédiation cognitive. Donc on va favoriser l'apprentissage de nouvelles stratégies, on va toujours être en lien avec le concret, après une évaluation des besoins spécifiques de la personne. Ça va être par exemple des exercices comme ça, où il faut repérer depuis quelle position, à droite, sur une vue de dessus, on voit les objets tels qu'ils sont disposés à gauche. Là, à gauche, vous les avez en enfilade, quand vous êtes au ras de la table, à droite, vous êtes au-dessus de la table, et puis vous devez me dire depuis quelle position bleue on voit cette répartition des objets. Qui a trouvé ? Si, vous avez trouvé. Hein. C'est en haut, c'est à midi. Voilà. Et pour faire ça, il faut considérer la position relative de deux objets. Ça, c'est une stratégie. Et la personne, prenant une stratégie dans un exercice de remédiation cognitive, va pouvoir ensuite l'appliquer à sa vie quotidienne si elle est un petit peu en difficulté, quand il y a plein d'objets à repérer dans son travail ou dans sa vie quotidienne. Dans son appartement, par exemple, qu'il faudrait ranger, elle ne trouve pas ses affaires. On va l'aider à avoir une vision plus systématique de son contexte grâce à des exercices comme ça. Et toujours, le thérapeute fera le lien, évidemment, avec la vie quotidienne et les besoins de la personne. Un autre exercice, est-ce que ce sont les deux mêmes figures ou des symétriques ? Vu dans le miroir, donc. Là, vous avez trouvé des symétriques, voilà. Donc c'est vu dans le miroir. Pour savoir ça, il faut les faire tourner dans sa tête, faire une rotation mentale, ce qui est souvent difficile à faire dans les troubles psychiques, enfin pour une partie des personnes, parce que d'autres ont de très fortes capacités dans ce domaine-là. Et ça, c'est important aussi de le repérer. Et puis on peut travailler aussi sur la cognition sociale, la reconnaissance des émotions. Ça, c'est le programme Gaïa qui permet d'améliorer la reconnaissance d'un certain nombre d'émotions à travers des exercices basés sur des vidéos qui sont incluses dans un support informatique. C'est un programme qui a été développé par Baptiste Godlus, dont vous voyez la photo ici. Et puis un autre exercice sur la conduite d'entretien, le programme RC2S développé par Élodie Perroux, dont vous avez le portrait également ici, où la personne doit décider d'agir comme ci ou comme ça par rapport à des remarques qui lui sont faites. Par exemple ici, son patron qui lui dit qu'elle est en retard, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'excuse, elle écoute les reproches ou elle dit que ce n'est pas de sa faute. D'accord. Donc toutes ces techniques ont montré leur efficacité à travers des méta-analyses, je n'insiste pas. Elles ont montré leur efficacité en particulier sur la reprise de l'emploi, l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi, les deux, à travers des essais cliniques randomisés contrôlés. Ça, c'est ce que j'avais fait en 2014. On a refait une publication cette année avec Aurélie Dubrul, qui est neuropsychologue au CL3R, où il y a encore 10 ou 15 études en plus. Donc il y a énormément de travail qui font le lien entre remédiation cognitive et possibilité de travailler. Et il y a d'ailleurs une méta-analyse Cochrane qui vient d'être publiée ou qui va être publiée par Marc Corbière qui montre que le fait de bénéficier de remédiation cognitive, de TCC, d'entraînement des compétences sociales multiplie par 2 à 4 la possibilité de travailler. Donc ça, c'est très impressionnant. C'est du Cochrane avec un haut niveau de qualité scientifique. Je ne voulais pas citer là parce que ce n'est même pas encore paru, je crois. Et puis un impact sur le cerveau qui a été largement montré après remédiation cognitive, où là, les aires du langage sont plus activées. Ça, c'est un travail de Pascal Vianin à Lausanne, le psychologue qui a développé la technique RECOS, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis après, on peut faire des essais randomisés contrôlés, comme là où on a montré que le fait d'utiliser Gaïa dans tel contexte était plus efficace que la méthode contrôle, ou des études de cas individualisées, où on voit que les fonctions visées sont plus améliorées en bas que les fonctions non visées. Tout ça, ça permet de prouver l'efficacité. En tout cas, il est très important de s'intéresser scientifiquement à ces fonctions cognitives. Donc tout ça a conduit à la construction de structures de réhabilitation. Ça, c'est le schéma d'un centre référent de réhabilitation, comme nous en avons pour l'instant 3, et puis bientôt 4 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis d'autres dans d'autres régions. Je vous montrerai la carte après. Vous voyez qu'un parcours qui est bien construit, une première étape avec un avis des évaluations, une deuxième étape avec des soins de réhabilitation, dont la remédiation cognitive, mais pas seulement, c'est le contexte qui compte, et pas la remédiation par elle-même.
des espaces de transfert à travers des outils de réhabilitation sociale ou professionnelle, et puis toujours l'objectif de sortie vers une insertion sociale ou professionnelle. Et tout le monde n'est pas forcé de passer par toutes les étapes, et on peut découper tout ça en petites vignettes pour faire un parcours sur mesure pour chaque personne. Et puis j'ai mis en bas le centre ressources qui donne un peu de cohésion à l'ensemble. Simplement pour dire que toutes ces structures peuvent contribuer au mouvement de désinstitutionnalisation qui doit être repris. Là, je cite le rapport qui a été fait par le groupe handicap psychique du centre de preuve avec Marie-Christine Hardy-Bellé, auquel j'ai contribué, ainsi que Laurent Morin, Bernard Pachou, Christine Passorieux et quelques autres, qui montrent non seulement que toutes ces techniques sont efficaces, nous avons fait une revue de littérature complète, mais qui montrent aussi, qui proposent aussi des modalités d'organisation pour favoriser une meilleure insertion dans la communauté et une réorganisation des soins. Et tout ça, ça va évidemment passer par une évolution concertée du sanitaire et du médico-social. Donc en pratique, pas de programme universel, il faut créer des structures qui ont une offre de soins variée, il faut partir de l'évaluation des besoins du patient, il faut s'adapter à son profil et il faut permettre l'apprentissage de nouvelles stratégies qui vont lui permettre de mieux réussir sa vie. Alors le centre ressources, je passe très vite, je vous donne simplement les adresses web qui sont en bas, parce que dedans vous avez des programmes scientifiques et vous avez des conférences qui sont ouvertes à tous, ce qu'on appelle les conférences de réhabilitation, même pas besoin de s'inscrire, il suffit de venir au centre ressources qui est à Lyon, à côté de la Maison de la Danse. Voilà la carte de France. Donc vous voyez, nous avons les 3 centres référents qui sont en bleu sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, nous travaillons avec la Nouvelle-Aquitaine pour créer 2 nouveaux centres référents en 2017. Bourgogne-Franche-Comté, il y a déjà eu des contacts, et puis d'autres régions. Et vous avez simplement des structures qui sont impliquées dans la remédiation cognitive sur toute la France, qui sont mentionnées en jaune. Et là, il y en a une quarantaine. Et toute cette offre de soins est disponible pour la population, pour les professionnels, pour les familles, sur le site www.remédiation-cognitive.org. Je sais que le site est très consulté et permet d'accéder plus facilement aux soins. C'est quelque chose qui est important. Et nous avons une webmaster, Juliette Poirot, qui se consacre à tenir ça à jour au quotidien. Donc, en pratique, il faut des professionnels formés, il faut une vision différente de la maladie, il faut un travail avec les familles, il faut un travail en concertation sanitaire, médico-sociale. La recherche est importante parce que c'est ce qui va permettre de montrer l'efficacité. Même on a montré déjà pas mal de choses, mais il faut aller encore plus loin et montrer, par exemple, que nos structures sont efficaces sur le territoire, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, on va le faire à travers une cohorte systématique. Donc on doit faire évoluer évidemment toutes les structures, tous les secteurs de psychiatrie générale, mais aussi le médico-social en concertation. Je pense qu'il faut former très tôt tous les médecins à la prévention de la chronicité. Moi, je le fais d'emblée, et puis les sensibiliser à l'approche des troubles psychiques et de la psychiatrie. On le fait à travers des jeux de rôle en 3e année, en 5e année de médecine, à la faculté Lyon-Sud Charles Mérieux. Je crois que c'est important pour les étudiants qui viennent. Leur attitude change vraiment. Et on est surpris de comment ils font au début. Et puis on voit leur amélioration face à tous les étudiants qui participent à ces jeux de rôle. Mais c'est déjà pas mal, qui seront nos futurs médecins généralistes ou spécialistes. Et puis ensuite, bien entendu, je crois qu'il faut continuer à renforcer ce dispositif. Je crois qu'on ne pourra pas répondre à la demande si on n'est pas un petit peu renforcé, au minimum protégé dans une période d'économie. Donc je le dis largement, et l'ARS nous soutient très largement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis il faut structurer vraiment le dispositif dans son ensemble, le sanitaire et le médico-social. J'insiste là-dessus, ça passe par des formations, mais pas seulement. Donc la notion de plan régional de santé avec une concertation globale, ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis donc je remercie tous ceux qui s'impliquent largement dans ce travail, en particulier les responsables, dont Julien Dubroc, des centres référents, les enseignants, les maîtres stages des différents DU, des 2 DU, tous les membres des structures du réseau de remédiation cognitive, et puis vous, parents, qui vous impliquez pour accompagner vos proches, parce que sans vous, rien ne serait fait, bien évidemment. Voilà, merci de votre attention. Le rétablissement, comme Nicolas l'a rappelé, comme c'était également dans les interventions précédentes, c'est une réalité en santé mentale. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc les chiffres, vous en avez vu certains, avec en tout cas dès les années 1975, une proportion entre 46 et jusqu'à 68% de personnes qui s'amélioraient significativement au cours du temps dans des cohortes de suivi longitudinal. Mais du coup, le problème en fait, c'est qui définit le rétablissement? De quel point de vue on se place finalement? Est-ce qu'on va se placer du point de vue de la compréhension du professionnel, du point de vue de la personne concernée? Sur quels critères on va pouvoir du coup parler de rétablissement et de quel type de rétablissement quelque part? Et tout ça, ça va dépendre, vous verrez, du coup, de l'optique dans laquelle on se place. C'est ce qui explique en partie la variabilité des chiffres.
si on regarde la définition en fait, du rétablissement vue par les cliniciens au départ. Alors vous verrez que c'est assez restrictif quand même. C'est la rémission symptomatique complète, l'emploi à plein temps ou à temps partiel, la poursuite d'études, le logement autonome sans besoin de soutien par des aidants familiaux, avoir des amis avec qui partager des activités de loisirs pendant une période de 2 ans. Ça, c'est la définition du rétablissement clinique selon l'équipe de Lieberman, qui a beaucoup contribué au développement de la réhabilitation psychosociale. L'étude de Jääskeläinen, que du coup citait Nicolas tout à l'heure, la définition du rétablissement, donc pour eux, c'est les individus doivent s'être rétablis à la fois cliniquement et socialement. De plus, les améliorations dans au moins l'un de ces 2 domaines doivent s'être maintenues pendant au moins 2 ans et ne devraient persister à l'heure actuelle que des symptômes bénins. Donc tout ça, finalement, ça c'est donc la méta-analyse sur le rétablissement de Jääskeläinen. Ça amène en fait à une moyenne totale, donc sur toutes les études que vous voyez, d'à peu près 13,5% de personnes qui atteignent ces critères de rétablissement dit clinique. Donc ça fait une personne sur 7. Alors, est-ce que cette définition ne serait pas quand même un peu trop restrictive ? Donc c'est pour ça qu'il y a des auteurs, dont Whitley et Drake, qui ont proposé une approche plus dimensionnelle du processus de rétablissement, avec non seulement les éléments cliniques, les éléments fonctionnels, avec du coup l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, la santé physique, parce qu'on sait aussi à quel point elle est importante et à quel point il faut la prendre en compte dans le système de soins. Des éléments donc, sur tout ce qui va être le soutien social et l'intégration dans la communauté. Donc vous voyez en fait là, il y a des éléments, du coup, il y a les soignants qui sont impliqués et du coup les éléments qu'on peut mesurer ou sur lesquels on peut agir. Et il y a un élément fondamental qui est la perspective plus existentielle du rétablissement, qui a déjà été aussi cité. Et là, ça va être effectivement comment la personne va pouvoir du coup accéder à ce rétablissement subjectif qui, lui, peut concerner beaucoup plus de personnes et qui va impliquer donc espoir, bien-être émotionnel, bien-être spirituel aussi, sentiment d'efficacité personnelle et autonomie et reprise du pouvoir d'agir. Donc vous voyez qu'on est quand même dans une perspective beaucoup plus large que celle du rétablissement clinique. Donc d'un point de vue existentiel ou psychologique, donc, il y a encore une définition supplémentaire, donc c'est celle de Richard Anthony, un processus profondément personnel et unique de changement de ses attitudes, valeurs, sentiments, objectifs, compétences et ou rôles. Une façon de vivre de manière épanouie, avec l'espoir d'apporter sa contribution à la société, même s'il reste d'éventuelles contraintes liées à la maladie. Se rétablir signifie donner un nouveau sens à sa vie, un nouvel objectif, au fur et à mesure que l'on apprend à dépasser les effets catastrophiques de la maladie mentale. Vous voyez, ça date de 93. Donc, la citation de Patricia Digan, que je ne reprends pas puisqu'elle était dans le diaporama de Nicolas, mais également une autre citation, « Être en rétablissement signifie que je ne prends pas simplement des médicaments, mais plutôt que j'utilise des médicaments comme faisant partie de mon processus de rétablissement. » Et c'est là aussi un des objectifs, c'est comment faire finalement pour que du coup les personnes puissent nous utiliser, nos systèmes de soins, quand elles en ont besoin, pour contribuer à leur processus de rétablissement. Donc, les caractéristiques du rétablissement, vous voyez, je m'excuse pour toutes les diapos un peu en anglais, mais donc il est dirigé par la personne, il est personne-centré, il est centré sur la reprise du pouvoir d'agir et la capacité de la personne à prendre ses décisions sur son projet de vie. Il est holistique, c'est-à-dire sur tous les aspects de la vie de la personne, qu'il s'agisse de la santé psychique, de la santé physique, des éléments plus spirituels, de l'intégration dans la communauté. C'est un processus qui est non linéaire, avec des allées, des retours, c'est une progression. Il est basé sur les ressources, il nécessite le soutien des pairs, il est basé sur le respect et l'intégration dans la société, sur le fait que les personnes sont en charge de la construction de leur projet de vie, et bien entendu sur l'espoir. C'est quand même un message formidable d'espoir, ce rétablissement. Donc la personne en voie de rétablissement se transforme conformément à ses valeurs et à son propre rythme. Des changements se manifestent entre autres par une redécouverte du soi et de ses nouvelles possibilités d'agir sur l'environnement, une responsabilité renouvelée face à la construction de projets de vie qui sont significatifs pour la personne. Vous voyez, ça date aussi de 2002. Donc les éléments du processus de rétablissement, donc d'après les travaux d'Andresen, c'est donc trouver et garder espoir, retrouver une identité positive, avoir une vie pleine de sens, et se prendre en main et être maître de sa vie. Vous voyez en fait les différents modèles du rétablissement qui ont été élaborés au cours du temps. Vous avez le modèle d'Andresen qui est sur la gauche,
Vous avez le modèle de Davidson, qui est au milieu, qui sont parmi les plus utilisés. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes. Alors, ils sont en 3, 4, 5 étapes parfois. Ça a été fait à partir de l'analyse qualitative des récits du coup, de personnes qui se sont rétablies. Et ça a permis, en fait, il dégage quand même un certain nombre d'éléments qui sont communs. Vous voyez le modèle du coup d'Andresen, les 5 étapes du rétablissement, donc une phase moratoire avec un profond sentiment de perte et de désespoir, une phase de prise de conscience qu'un rétablissement est possible, qu'une vie enrichissante est possible, une phase de préparation avec le bilan de ses forces, de ses faiblesses, et le début du coup où on s'appuie sur ses forces pour dépasser ses limitations. La reconstruction, donc ce travail actif pour établir une identité positive et des objectifs significatifs et reprendre sa vie en main, et la croissance. Et la réhabilitation, elle a particulièrement son intérêt dans les 3 phases du milieu. Donc ça, c'est aussi tiré du coup du modèle d'Andresen et des guides que citait Nicolas tout à l'heure, qui sont des guides anglais traduits en canadien. Donc vous voyez en fait là ici cette définition en fait fournie par l'équipe du coup de Lamy et Slade sur le rétablissement psychologique. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de déterminants, l'espoir et l'optimisme, reprendre une identité personnelle, retrouver un sens et un objectif à sa vie, la reprise du pouvoir d'agir et être du coup en relation avec les autres, qu'il s'agisse de ses pairs ou aussi s'intégrer dans la communauté. Donc les déterminants du rétablissement, je passe très vite parce que Nicolas a déjà bien abordé la question. Je voudrais juste donc effectivement souligner l'importance de lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation, et aussi dire qu'un facteur limitant du rétablissement majeur, c'est l'accès insuffisant aux services, aux soins orientés rétablissement, et les ruptures dans le parcours. Ça, c'est un frein qui est majeur, donc plus on préviendra ces ruptures dans le parcours, plus on décloisonnera sanitaire, médico-social et social, comme c'est par exemple le cas au travers de l'expérience du REPSI sur les 4 départements de l'Isère, la Savoie, la Drôme et la Haute-Savoie, et meilleure sera la possibilité de rétablissement. Donc les facteurs qui favorisent le rétablissement, vous voyez, c'est l'exact opposé de ceux qui le limitent. Donc en résumé, pour conceptualiser le rétablissement, il y a donc 2 possibilités. Il y a ce modèle médical, où le point de vue c'est plutôt du professionnel de la santé, qui ne concerne pas tous les patients, c'est to recover from, éliminer la maladie et ses conséquences. Et puis il y a le modèle du rétablissement, qui nous vient du coup des usagers, et qui dit que chacun a son potentiel de rétablissement. Et c'est donc, vous voyez, toute la nuance, c'est being in recovery, être en rétablissement, et reprendre le pouvoir sur sa propre vie, sur la gestion de sa propre santé. Et c'est un changement radical de paradigme, on le citait, puisque c'est aussi passer de l'agenda du professionnel à celui du patient. Donc tout ça, ça amène à comment orienter les soins vers le rétablissement. Et vous allez voir que c'est un changement radical de paradigme. Donc là, voici en fait une définition qui date de la New Freedom Commission on Mental Health de 2003. Nous envisageons un futur dans lequel toute personne ayant une maladie mentale se rétablira. Un futur dans lequel la maladie mentale pourra être prévenue ou guérie. Un futur dans lequel la maladie mentale sera détectée rapidement. Et un futur dans lequel toute personne ayant une maladie mentale, quel que soit le moment de sa vie, aura accès à des traitements et soutiens efficaces, essentiels pour vivre, travailler, apprendre et participer pleinement à la communauté. Et tout notre objectif, c'est de construire ensemble ce futur, finalement. Vous voyez qu'il y a des guidelines qui sont faites, puisque c'est aussi une décision radicale, qui implique aussi un engagement de tous, des usagers, des professionnels, des aidants familiaux, mais aussi des décideurs. Et vous voyez qu'en fait là, par exemple, c'est la Commission de la santé mentale du Canada qui a fait des guidelines pour une pratique orientée à rétablissement, avec des principes fondateurs, l'espoir, la dignité et l'inclusion sociale. Là, vous voyez, c'est le même document, mais fait par du coup, le ministère de la Santé australien. Donc, c'est des recommandations pour des pratiques orientées rétablissement dans les services de santé mentale. Vous avez donc ces 2 guides, la mise en pratique du rétablissement. Donc ça, c'est une méthodologie en vue d'un changement au niveau de l'organisation. Et il y a aussi, Nicolas avait abordé la question des défis pour les professionnels, il y a aussi la question des défis au niveau de l'organisation des soins. Donc c'est modifier la nature des interactions quotidiennes, la qualité de l'expérience, offrir des programmes complets d'éducation et de formation qui puissent être animés ou co-animés par des usagers, établir un centre d'éducation sur le rétablissement pour faire avancer les programmes, et on voit aussi tout l'impact qu'a eu la création du centre ressources et des centres référents de réhabilitation dans ce domaine, veiller à un engagement organisationnel, créer une culture orientée rétablissement,
accroître la personnalisation des parcours et le choix, changer la manière dont on aborde l'évaluation et la gestion des risques. Reprendre une activité professionnelle, ça peut être considéré comme un risque, mais à un moment, il faut le prendre. La vie, c'est aussi ça, c'est des prises de risques. Et donc, il faut permettre cette prise de risque, redéfinir la participation de l'usager dans le système de soins, transformer l'effectif, appuyer le personnel dans son cheminement vers le rétablissement et accroître donc les possibilités de construire une vie au-delà de la maladie. Vous avez une deuxième guideline qui a été faite, qui est faire du rétablissement une réalité, avec les 10 principaux conseils pour une pratique orientée sur le rétablissement que Nicolas citait tout à l'heure. Donc, en fait, finalement, après chaque interaction, c'est ce que le professionnel de santé mentale devrait se demander. Et il devrait cocher les cases. Est-ce que j'ai fait ça? Et s'il a fait tout ça, il a une pratique qui est orientée rétablissement. Donc vous voyez finalement la totalité de ces principes qui a été cité par Nicolas tout à l'heure. Des obstacles à l'orientation des soins vers le rétablissement, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors vous voyez cet article qui est passionnant, qui est paru dans World Psychiatry en 2014 par l'équipe de Mike Slade, qui en fait sont sur les usages et mésusages de termes de rétablissement et l'implémentation en fait des pratiques orientées rétablissement dans les systèmes de santé mentale. Et en fait, il retrouve un certain nombre de freins. Alors, 10 croyances erronées sur le rétablissement, qui peuvent se retrouver chez les professionnels de santé mentale, chez les professionnels des secteurs médico-sociaux, etc. Et qu'il importe en fait de combattre dans le cadre de l'orientation des pratiques vers le rétablissement. Vous voyez, la première croyance, le rétablissement, c'est la dernière mode, quoi. C'est le dernier truc un peu à la mode, mais bon, finalement, ça passera. Et là, je crois qu'on peut répondre à tout le monde que non, c'est pas une mode. C'est finalement quelque chose qui va transformer durablement et définitivement les pratiques et qui va être une vague qui ne retombera pas quelque part. Le deuxième frein, le rétablissement, c'est pas pour mes patients. Ils sont trop graves, ou ils sont trop aigus, ou ils sont trop jeunes, ou ils sont trop vieux, etc. Non, le rétablissement, ça peut concerner tout le monde. Même si le rétablissement, au sens clinique du terme, on l'a vu, ne concernera pas tous les patients, une amélioration significative du fonctionnement peut quand même concerner un nombre important de personnes, et le rétablissement subjectif, c'est potentiellement tout le monde. Donc un traitement efficace permet à lui seul le rétablissement. On le sait, le traitement pharmacologique, c'est indispensable, mais à lui seul, ça ne va pas permettre le rétablissement. Et toutes les techniques qu'a présentées Nicolas, les soins de réhabilitation psychosociale, c'est des éléments qui vont permettre, du coup, d'aider la personne à cheminer dans son parcours vers le rétablissement, mais ça va être aussi, du coup, de lui donner les opportunités nécessaires pour pouvoir s'inclure dans la communauté, obtenir un logement, obtenir du coup, s'intégrer activement dans la communauté, reprendre une activité professionnelle, etc. Et ça signifie aussi ne pas mettre de frein. Les soins sous contrainte ne constituent pas un frein au processus de rétablissement. On sait bien, les études ont montré, c'est notamment les travaux de l'équipe de Corrigan et Rush, qui ont montré que les hospitalisations sous contrainte et l'utilisation de la contrainte, notamment la contention et l'isolement, ça avait un effet négatif sur l'autodétermination, par définition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les soins sous contrainte, mais ça veut dire qu'en fait, il faut les utiliser de façon raisonnée et à chaque fois en s'assurant que du coup, la personne ne va pas du coup, intégrer une image de personne malade qui n'a pas de possibilité de s'en sortir ou de rétablissement. Ça va être important de reprendre tout avec la personne et ça, c'est quelque chose qui est important à faire passer dans les unités d'hospitalisation et dans les programmes d'éducation thérapeutique, aborder la question du vécu par la personne des soins sous contrainte, du vécu du passage en isolement s'il y en a eu un, du vécu de la contention s'il y en a eu un, est-ce que la personne a compris pourquoi ça a été mis en place et bien entendu utiliser ces pratiques de manière raisonnée. Orienter les soins vers le rétablissement signifie fermer des services, parce qu'on peut toujours entendre ça va fermer des choses. Alors, fermer, non. Réorienter, oui. Effectivement, est-ce qu'on a besoin d'autant de lits d'hospitalisation ? Les derniers éléments montrent bien que même au niveau politique de santé mentale, il faut réorienter les moyens vers l'ambulatoire. C'est le fameux virage ambulatoire dont on nous a parlé au cours des dernières années et qui est capital au niveau de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc ça ne signifie pas fermer des services, ça signifie les réorienter pour qu'ils soient plus efficaces, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'ils soient également et qui coûtent aussi moins cher et qui permettent une prise en charge optimale des personnes. Donc le rétablissement, c'est rendre les personnes indépendantes et normales. Oui, mais pas seulement, c'est aussi favoriser l'inclusion des personnes dans la communauté. C'est un ensemble de choses. Il faut aussi lutter contre tous les préjugés dans la société pour permettre l'inclusion effective des personnes.
Et puis après, le dernier frein, c'est seules les personnes rétablies peuvent attribuer une contribution efficace à la société. Ça, c'est pas vrai, parce que quand on travaille, d'un seul coup, on se sent tout de suite aussi beaucoup plus utile, beaucoup plus à même d'apporter sa contribution à la société. Ça fait aussi partie. S'intégrer, c'est un processus. Le rétablissement, c'est pas quelque chose qui a un début, une fin, c'est un processus au cours de la vie. Donc un impératif, Nicolas l'a bien dit, former les professionnels à la philosophie du rétablissement et l'implémenter dans les systèmes de soins. Donc comment orienter les soins vers le rétablissement? Alors, je vais faire un petit focus sur le modèle du case management dont a parlé Nicolas, et notamment du case management de réhabilitation. C'est un modèle donc, qui est basé sur les désirs et buts individuels plutôt que sur les objectifs des systèmes de soins, qui favorise la participation active des usagers à tous les niveaux de l'intervention, qu'il s'agisse de l'évaluation, de la détermination des objectifs de rétablissement ou du soutien dans l'acquisition et le maintien des habiletés nécessaires pour y parvenir. Donc vous voyez en fait, le case management, c'est vraiment quelque chose qui va être central. Ça va être une personne qui va avoir un rôle de fil rouge de l'accompagnement de la personne, qui va récupérer toutes les données concernant la prise en charge de la personne dans la communauté, qu'il s'agisse des services de secteur, qu'il s'agisse des services médico-sociaux, qui va faire le lien entre les différentes étapes du parcours de rétablissement et qui va être l'interlocuteur privilégié de la personne. Donc ces missions, c'est garantir un suivi personnalisé au plus près des besoins de la personne, garantir une évolution du parcours qui suit l'évolution dynamique du processus de rétablissement. C'est vraiment important de ne pas proposer un parcours type. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au parcours, c'est le parcours qui doit s'adapter à la personne. Et il faut proposer la bonne intervention au bon moment. Il faut soutenir donc un engagement actif de la personne dans ce processus de rétablissement. Les case managers ou gestionnaires de cas, ce qui est important, c'est que ça peut être tous ces échantillons de professions, que ce soit des infirmiers, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, éducateurs techniques, psychologues, neuropsychologues, travailleurs sociaux. L'essentiel, en fait, c'est qu'au moment où ils sont case managers, ils sont plus en fait infirmiers, ergothérapeutes, etc. Ils sont case managers. Ils vont gérer une vingtaine de situations ou plus en fonction du modèle de case management, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et ils vont du coup, pendant ce temps-là, se centrer sur ce travail-là. Et donc, ça nécessite des capacités de se décentrer de sa fonction initiale et de travailler en réseau. Et je cite du coup Rosen en 2001. C'est pas son rôle de tout faire, mais c'est son rôle de veiller à ce que tout soit fait pour prévenir les ruptures dans le parcours de la personne et garantir en fait l'orientation des soins vers le rétablissement. Donc ça nécessite tout ça un certain nombre d'habiletés, qu'elles soient cognitives, affectives ou psychomotrices. Donc ces habiletés, parmi les habiletés cognitives, il y a un certain nombre de connaissances théoriques sur la psychopharmacologie, la relation d'aide, l'évaluation de l'état mental, les modèles de réhabilitation, mais aussi des connaissances pratiques, le fonctionnement des services de soins, l'information sur les ressources présentes dans la communauté, des habiletés affectives qui sont les plus importantes. Et là, on voit finalement que la fonction de case manager est majeure aussi pour orienter les professionnels vers le rétablissement. Ça nécessite l'empathie, une attitude d'espoir et d'optimisme, de flexibilité, une créativité, une habileté dans la résolution de problèmes. Et il faut donc être orienté vers la croissance personnelle et le rétablissement. Ça nécessite un certain nombre de compétences, donc l'évaluation de l'état mental, des capacités thérapeutiques, parmi lesquelles des différentes techniques, éducation thérapeutique, remédiation cognitive, etc. Les compétences nécessaires à l'établissement d'une alliance thérapeutique, donc l'écoute empathique, l'entretien motivationnel, qui est un outil majeur, des compétences qui facilitent une relation positive basée sur une confiance mutuelle, et des compétences à travailler en réseau. Donc développer ces capacités de communication interprofessionnelle pour faciliter justement le décloisonnement entre sanitaire, médico-social, social, favoriser la prévention des ruptures dans les parcours, développer ses habiletés à coordonner et collaborer, et tout ça pour mettre en place une alliance thérapeutique. Donc les outils du case manager, parce que vous voyez qu'en fait c'est une fonction qui est quand même vachement compliquée, et ça nécessite quand même des professionnels qui sont qui doivent recevoir une formation spécifique, parce qu'on ne s'improvise pas case manager. Et donc il y a des outils, le bilan éducatif partagé, donc la démarche d'éducation thérapeutique qui est assez similaire à la démarche de réhabilitation psychosociale, si on ne limite pas l'éducation thérapeutique aux symptômes et au traitement, mais plus généralement l'éducation thérapeutique à la construction d'un parcours vers le rétablissement. Donc le bilan éducatif partagé, donc nous à Grenoble on a élaboré donc un outil qui s'appelle le plan de suivi individualisé, ou le PSI, qui est utilisé maintenant dans les 3 centres référents et dans les structures intersectorielles de niveau 1, qui est réalisé avec un entretien semi-structuré basé sur la CASIG, qui est un entretien très structuré qui avait été élaboré donc par des Américains
et traduit par l'équipe de Tania Lecomte. Donc l'intérêt du bilan éducatif partagé, ça va être de permettre d'évaluer les représentations que la personne a d'elle-même, de sa pathologie, qu'elle peut nommer comme elle veut, des difficultés liées à celle-ci, des ressources qui ont pu être mobilisées pour y faire face. Ça va permettre de construire avec la personne un parcours de réhabilitation personnalisé qui s'adapte aux objectifs de la personne dans le choix des interventions, dans le choix de leur moment, dans le choix de leurs priorités, et favoriser donc la reprise du pouvoir d'agir et le renforcement de la motivation de la personne à s'engager dans un parcours de réhabilitation. C'est une évaluation qui est dynamique, puisque les objectifs en début de parcours de réhabilitation ne seront pas les mêmes qu'en fin de parcours, et ça doit être révisé régulièrement, après chaque intervention, ou en tout cas tous les 3 à 6 mois, de façon à pouvoir voir si les objectifs initiaux ont été atteints et quels nouveaux objectifs ont pu émerger, par exemple la reprise d'une activité professionnelle, etc. C'est vraiment, le bilan éducatif partagé va voir le point de vue de la personne, sur du coup sa situation actuelle, ce qu'elle voudrait faire, et c'est vraiment l'outil de la personne qui est partagé donc avec elle, et elle peut le partager avec ses aidants familiaux et les professionnels qui l'accompagnent si elle le souhaite. C'est vraiment, ça va être formulé du coup en jeu, j'ai telle difficulté pour faire ça, je souhaiterais faire ça, j'ai mis en place ça, ça n'a pas marché, et je voudrais mettre en place ça. Donc la construction d'un parcours orienté vers le rétablissement, c'est quoi finalement concrètement? Puisque c'est à plusieurs temps. Alors il y a le temps de l'évaluation, et il y a l'évaluation qui est l'évaluation pour évaluer, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire dans une pratique orientée rétablissement, et l'évaluation orientée rétablissement. Elle a quand même du coup 2 exigences, des exigences scientifiques, mais celle aussi d'une pratique orientée rétablissement. Elle est en pré- et en post-thérapeutique pour pouvoir proposer des interventions pertinentes. Elle évalue un certain nombre de choses qui ont été citées par Nicolas. Elle utilise des outils scientifiques validés, cohérents, fidèles, sensibles au changement. Mais c'est aussi une évaluation orientée rétablissement qui est à l'écoute de la personne, de son expertise, adaptée à chaque personne dans chaque étape de son parcours vers le rétablissement. C'est une évaluation qui doit avoir une fonction motivante, mobilisatrice, susciter l'espoir et renforcer la motivation. Donc, elle doit être focalisée sur les demandes et besoins de la personne, souple, coordonnée, pluriprofessionnelle, éviter les redondances, et c'est là aussi le rôle crucial du case manager. Elle doit être dynamique, répétée régulièrement en fonction de l'évolution vers le rétablissement. Elle doit être utile, elle doit servir du coup soit à pouvoir proposer des interventions thérapeutiques de façon optimale, soit en vérifier l'efficacité, et elle doit être rationnelle, c'est-à-dire que les avantages liés à de cette évaluation doivent être supérieurs aux inconvénients. En gros, évaluer pour évaluer, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut évaluer pour agir, insérer, prévenir ou limiter le handicap. La construction des interventions, pourquoi la faire en fonction du stade de rétablissement? Alors vous voyez la photo du coup qui est celle de Paul Lysaker, qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur la question de l'autostigmatisation et qui va notamment dans un article de 2007 définir ce qu'on appelle le paradoxe de l'insight. Alors le paradoxe de l'insight, c'est quoi? C'est que du coup il a étudié en fait finalement l'insight et la dépression chez différentes personnes qui avaient une schizophrénie, et il a vu qu'en fait il y avait plusieurs groupes. Il y avait un premier groupe qui avait une bonne conscience de sa pathologie, une faible autostigmatisation, c'est-à-dire qui n'avait pas internalisé une idée de malade, qui était conscient de la possibilité d'un rétablissement. Et finalement, sans surprise, ce groupe-là, c'est celui qui s'en tirait le mieux. Un fonctionnement social élevé, une bonne adaptation à la maladie, une bonne utilisation des ressources du système de soins, mais aussi un espoir préservé et une estime de soi préservée. Donc ça, c'était ceux qui s'en tiraient finalement le mieux. Alors après, il y avait ceux pour qui il y avait une bonne conscience de la pathologie, mais qui par contre avaient une très forte autostigmatisation, qui disaient « je suis schizophrène », par exemple, ou qui disaient du coup, qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas, du fait de leur maladie, exercer un travail ou avoir une vie de couple, ou du coup avoir une vie finalement qui soit riche et pleine. Donc ceux-là avaient une bonne adaptation à la maladie, mais par contre avaient un espoir, une estime de soi faible, et finalement s'isolaient beaucoup, et se retrouver assez vulnérable du coup à la survenue d'une dépression. Et puis après, vous avez un troisième groupe, qui sont ceux qui sont peu conscients de la pathologie, mais qui finalement ont du coup pas forcément tant d'autostigmatisation que ça. Donc au niveau de l'adaptation à la maladie et du fonctionnement social, il n'est pas très bon. Par contre, au niveau de l'espoir et de l'estime de soi, c'est plus élevé que dans la catégorie précédente. Et tout ça, ça a amené en fait Paul Lysaker à réfléchir sur, en fonction de ce paradoxe, comment je vais pouvoir proposer la bonne intervention au bon moment en fonction de où se trouve la personne que j'accompagne et de son niveau d'autostigmatisation.
Parce que, en fait, si je dis à la personne de la deuxième catégorie, qui est fortement consciente du fait d'avoir une pathologie, mais même douloureusement consciente de tout ce que ça peut impliquer dans sa vie, si je lui dis que je lui parle que de ses symptômes et de son traitement, je vais renforcer ça, et au final, elle va dire, bon, alors, qu'est-ce qui me reste ? Donc là, c'est particulièrement important, du coup, pour ce groupe de personnes, d'avoir une éducation thérapeutique qui sera orientée vraiment à rétablissement. Et c'est donc important de pouvoir l'évaluer pour pouvoir, du coup, mettre en place un certain nombre de choses là-dessus. Construire un parcours de réhabilitation orienté vers le rétablissement. Je vais reprendre les différentes phases du parcours de rétablissement et faire quelques pistes de propositions d'intervention adaptées à chaque étape du processus de rétablissement. Donc au niveau de la phase moratoire, l'intervention des pairs aidants, elle est vraiment cruciale. Parce qu'à ce moment-là, la personne n'a vraiment pas d'idée qu'un rétablissement est possible. Et l'intervention des pairs aidants va permettre de voir justement qu'il y a des personnes qui ont cette maladie-là et qui finalement vivent une vie riche et pleine de sens. L'entretien motivationnel, à la phase de prise de conscience, celle où on dit donc la première lueur d'espoir, la réalisation que tout n'est pas perdu, l'intervention des pairs aidants va aussi jouer énormément parce qu'elle va renforcer l'espoir, elle va avoir cette fonction motivante, mobilisatrice, mais aussi la psychoéducation sur le rétablissement, les entretiens motivationnels. À la phase de préparation, la phase où la personne va faire l'inventaire de ses forces et ses faiblesses et s'appuyer sur ce qu'on appelle du coup, le soi intact ou ses ressources personnelles pour se rétablir. Et c'est là que la psychoéducation va prendre aussi tout son sens, l'entraînement des compétences sociales, les techniques issues de la TCC, la remédiation cognitive. Et la phase de reconstruction, le travail actif pour établir une identité positive et des objectifs ayant du sens pour soi, reprendre sa vie en main. Là, ça va être l'autonomisation et la prise de risque, comme par exemple la reprise d'activité professionnelle. Tout ça reste très général, bien sûr, mais il y a des impératifs de temps. Et donc vous avez la phase de croissance où la personne donc là, est rétablie et peut aller chercher les interventions quand elle en a besoin. Donc on me demandait en une phrase de dire ma conviction sur le rétablissement. Alors au final, qu'est-ce que ça change ? La notion de rétablissement en psychiatrie, je ne vais pas faire une phrase, je vais faire un mot. Tout. Voilà. Donc finalement, le rétablissement, c'est une réalité, mais avec des obstacles encore présents, peu de services réellement orientés rétablissement, une nécessité, développer la formation des professionnels, et un intervenant qui a un rôle et qui est à développer, qui est le case manager. Merci.